Stéphane Beaulac, il est constitutionnaliste et professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Beaulac. Bonjour, M. Merdaché, ça va bien? Ça va bien vous-même? Très bien, merci. Est-ce que ça existe, une union spirituelle dans notre contexte légal québécois? Écoutez, si on va à l'index du Code civil du Québec, on ne le trouvera pas. Puis, je serais tenté de dire qu'avant le début du mois de février, avant la décision de la juge Allary dans le dossier auquel vous faisiez référence, on pensait qu'un mariage, c'est un mariage. C'est-à-dire qu'on l'appelle mariage civil ou mariage religieux. Les conséquences civiles du mariage, puis on peut, à titre d'exemple, penser au patrimoine familial, on peut penser aux obligations alimentaires, qu'ils venaient nécessairement avec le mariage. Or, là, depuis cette décision qui a retenu l'argument du procureur général du Québec qui intervenait dans ce dossier-là, puisqu'on met en doute la constitutionnalité des dispositions du Code civil, le procureur a présenté l'argument suivant qu'on doit distinguer la célébration religieuse des conséquences civiles. Et là, ce matin, on rapporte les paroles de la ministre Vallée qui va exactement dans le même sens, qui semble suggérer que la célébration religieuse de ce qu'on a toujours appelé et qu'on associe à l'institution du mariage pourrait porter un nouveau nom, mais surtout, au plan légal, ne pas emporter les conséquences qui sont généralement associées dans la conscience collective à l'institution du mariage. Dans les faits et concrètement, M. Beaulac, ce que je comprends là, en me dépétrant un peu là-dedans, là, c'est que si un mariage religieux est célébré, le célébrant ou l'institution doit transmettre les données au directeur de l'État civil et donc consacre civilement le mariage, mais il doit le faire. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? C'est la façon qu'on a toujours compris les dispositions du Code civil du Québec. Tous les intervenants, qu'ils soient civils, qu'ils soient religieux, que ce soit les professeurs comme mon collègue Alain Roy en droit de la famille. Et c'est à cet égard que la décision fondée, je le répète, sur l'argument du procureur général du Québec réitéré hier par la ministre Stéphanie Vallée, c'est à cet égard que l'argument est si surprenant de dissocier les deux parce que, bien humblement, et avec égard pour la ministre Vallée, je ne suis pas certain que l'on comprend l'ampleur de toutes les conséquences auxquelles mène une telle interprétation. Et je m'explique. C'est que, essentiellement, on ouvre la possibilité d'une quatrième option, catégorie de conjugalité. Jusqu'à maintenant, on avait 3 catégories. C'est simple, on est marié civilement, marié religieusement ou en union de fait. Les unions libres là, qui ont reçu beaucoup d'attention autour de la décision Éric contre Lola de la Cour suprême du Canada il y a de cela environ 2 ans. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'ajouter au début du mois de février et ce qu'on semble souhaiter valider le bureau de la ministre Vallée, c'est une 4e catégorie où là, on serait marié uniquement devant Dieu au niveau religieux, mais pas aux yeux de l'État. Et ça, pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que on craint énormément que les gens, puis auprès de la population en général, je le répète, on a l'association Mariage et protection du droit. On craint énormément qu'il y ait des pressions indues, des consentements non éclairés pour aller de l'avant et se prévaloir de cette nouvelle 4e option. Et en bout de ligne, s'il y a échec du mariage, le conjoint, mais plus vraisemblablement la conjointe, qui, encore empiriquement, c'est vérifiable, est toujours la partie dans le couple, souvent, la plus vulnérable, pourrait se retrouver avec 0 protection par le droit. Donc, dans cette 4e catégorie là, que vous craignez voir poindre en se mariant religieusement ou en célébrant cette union spirituelle, on va l'appeler comme ça pour la distinguer du mariage religieux tel qu'on le connaît, quelqu'un pourrait se dire marié, mais se soustraire à ses responsabilités civiles. Oui, mais c'est ça. Et dans une large mesure, c'est peut-être pas tant l'existence d'une 4e catégorie de mariage religieux. Moi, je ne veux pas vous contrarier, mais je pense que ça serait important de garder quand même la terminologie parce qu'aux yeux de tout le monde, quand on est devant un prêtre à l'église, puis qu'on s'échange les anneaux, puis qu'on prononce les vœux de mariage, ben c'est un mariage. Alors, la plus grande crainte, c'est que les gens pourraient se retrouver sans protection. Alors, c'est pas tant la 4e catégorie que le fait qu'il n'y a pas de processus pour s'assurer
d'un consentement libre et éclairé. Et j'insiste sur ces deux mots-là, éclairé dans le sens de savoir dans quoi on s'embarque, d'une part, et libre, d'autre part, pour s'assurer qu'il n'y a pas de pression indue pour amener un des conjoints à accepter d'aller de l'avant avec un mariage uniquement religieux, sachant qu'il n'y a aucune protection en bout de ligne. C'est ça qui est le plus dangereux en l'espèce. Est-ce que, M. Beaulac, je vais peut-être étirer un peu, là, mais on est en train aussi de faire la différence entre les religions reconnues qui, traditionnellement, comme la religion catholique, prenons cet exemple, célèbrent des mariages qui sont reconnus civilement, comparativement à l'Église de Claude Bernatchez, qui, lui, marie le monde comme il a envie de les marier, par exemple, et puis pour lesquels les gens se disent mariés. Là. Est-ce qu'il y a ça dans cette position gouvernementale, là? De deux choses l'une. C'est certain qu'on doit comprendre que la pratique est assez généreuse pour l'habilitation des célébrants. Autrement dit, on n'a pas à faire une démonstration très en profondeur du caractère religieux de notre statut comme ministre du culte pour se voir autorisé à célébrer un mariage. C'est peut-être vers ça que vous vous en allez avec votre question. Ouais. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on doit comprendre, c'est que le présent dossier et, si on va de l'avant, la création de nouvelles catégories de conjugalité doit être comprise, pris en considération, eu égard à notre société contemporaine. Société dans laquelle il y a beaucoup de diversité sur le plan culturel, sur le plan religieux, de telle sorte que se mêle avec la complexité des 4 catégories de conjugalité des aspects comme les traits culturels d'une communauté, comme les barrières linguistiques qui sont souvent ou fréquemment une contrainte supplémentaire, de telle sorte que, et j'y reviens, le fameux critère du consentement libre et éclairé devrait amener les personnes qui se penchent sur l'opportunité de créer ainsi une 4e catégorie de conjugalité pour s'assurer qu'il y ait un processus en place, parce que le jugement de la juge Allary, elle, vient juste reconnaître, accepter l'argumentaire du procureur général du Québec sans mettre en place un système pour s'assurer du consentement libre et éclairé. Ouais. Et à cet égard, je terminerai en disant, mon collègue Alain Roy de l'Université de Montréal, président du comité de consultation sur la réforme du droit de la famille, a abordé cette problématique et a suggéré essentiellement un processus d'opting out, si vous me prêtez l'expression, pour justement s'assurer devant notaire que si on se prévaut de l'option de retirer les conséquences juridiques de ce qui est associé au mariage, qu'on le fasse devant notaire, pas pour monter les frais de notaire, mais bien pour s'assurer que le consentement est éclairé et qu'il est libre aussi. Hein? Libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression indue. Bien. Merci, M. Beaulac. Ça me fait plaisir. Au revoir. Stéphane Beaulac, qui est constitutionnaliste et professeur à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. On va prendre les